L'État ne tranchera pas sur la question de la répartition des quotas romiers. En visite à la distillerie Bologne, le ministre de l'Agriculture a renvoyé l'interprofession à sa responsabilité. Il a par ailleurs écouté avec politesse les planteurs de bananes sans aucune annonce particulière. Et le conflit à la Poste n'en finit pas de durer. Hier, la tension est montée entre un gréviste et un agent de sécurité. Aujourd'hui, les parties se sont ressaisies et ont repris les négociations. Le reportage d'Yvan Lemar est à venir. Après les ouragans d'Irma et de Maria, le ASMA, particulièrement sollicité, a mis à l'honneur ces jeunes recrues, notamment celles parties à Saint-Martin, qui ont forcé l'admiration dans d'incroyables travaux de déblaiement. 2 jours de collecte qui peuvent tout changer. La Banque alimentaire aujourd'hui et demain lance un appel à votre générosité. Il s'agit pour cette structure de donner un petit peu plus à ceux qui n'ont rien. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a poursuivi aujourd'hui sa visite à la distillerie Bologne, où il attendait la question importante des clés de répartition des quotas romiers accordés par la Commission européenne au département d'Outre-mer. Depuis des mois, une guerre se dispute entre les producteurs de la Guadeloupe et ceux de la Martinique. L'île sœur, qui produit peu de canne, ne veut pas céder un hectolitre, tandis que la Guadeloupe souhaiterait récupérer en grande partie ce supplément de quotas qui correspond à sa production réelle. Sur ce différend, le ministre n'a pas pris position. Il a écouté poliment et renvoyé gentiment les producteurs à leurs responsabilités. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, était très attendu sur la question du contingent supplémentaire accordé par Bruxelles. Alors que pour la Guyane et la Réunion, les choses sont claires, la Guadeloupe et la Martinique se disputent l'attribution de 2200 hectolitres d'alcool pur. En sachant que cette usine de Galion en Martinique, aujourd'hui, n'arrive pas à produire son contingent actuel et que ce contingent est produit en partie en Guadeloupe. Donc la Guadeloupe travaille à façon pour le Galion pour produire son contingent. Or, le Galion, avec l'augmentation des 20%, aurait obtenu 2200 hectolitres d'alcool pur supplémentaires. Et ce que nous demandions, c'est que ces 2200 hectolitres soient affectés au rhum agricole de Guadeloupe. Ce qui nous sépare aujourd'hui avec les Martiniquais, c'est 2200 hectolitres d'alcool pur sur 144 000, ce qui nous semble un enjeu relativement, faible. Et en sachant que ce contingent, normalement, encore une fois, doit refléter une réalité économique. C'est pas un contingent patrimonial. Les Guadeloupéens, s'estimant dans leur bon droit, espèrent que le gouvernement français va trancher. Stéphane Travert répond que c'est aux professionnels de se mettre d'accord. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que l'interprofession puisse faire des propositions. Faire des propositions pour trouver le meilleur moyen de répartir ce contingent dans l'intérêt de l'ensemble des producteurs et dans l'intérêt des deux territoires. Et c'est le rôle de l'interprofession. Et c'est pourquoi, avec le gouvernement, dans le cadre des États généraux, nous avons fait en sorte que nous puissions travailler sur des plans de filières. Parce que les filières, c'est quoi? C'est qu'à un moment, c'est l'amont et l'aval qui se retrouvent pour formuler des propositions, pour déterminer ensemble sur quel type de marché nous allons aller. La visite de la distillerie a permis également de faire le point sur la filière canne-sucre-rhum, non seulement sur le retard des aides à la replantation, mais aussi sur la fin des quotas sucriers. L'aide de 2014 n'a jamais été soldée, 2015 pas payée, et donc nous avons un souci d'instruction de dossier. Ils ont changé la façon de faire, qui prend plus de temps. Ce sont des dossiers actuellement qui sont individuels et nous faisons des dossiers collectifs. Concernant les quotas de sucre, là, ce sera plutôt sur les sucres spéciaux. D'accord. Actuellement, il y a de grosses discussions avec la DG Trésor et puis l'Union européenne pour pouvoir encore protéger ces sucres spéciaux pour qu'on puisse y avoir accès. C'est constituer des interprofessions qui soient fortes pour porter des véritables projets et aller chercher les voies de progrès pour pouvoir continuer à travailler et répondre aux défis que sont ceux de la concurrence internationale sur un produit comme celui-là. Et aujourd'hui, Caraïbes, Guadeloupe et Martinique ont tout intérêt à travailler parce qu'il y a une qualité. Lors de cette visite, le ministre de l'Agriculture a pu se rendre compte des dégâts causés par les cyclones et des difficultés des agriculteurs à faire redémarrer les productions. Et dans un second temps, le ministre s'est rendu au CIRAD à Petit-Bourg, où lui ont été présentés les différents projets de structuration de la filière banane. Une autre visite qui a donné lieu à beaucoup de communication et à peu de concret. Nathalie Dinan, Moïse Dexter.
Le CIRAD est un partenaire incontournable dans le domaine de l'agriculture, de la santé animale et de l'environnement. L'Institut de recherche a mis en place des programmes pour lutter contre certaines maladies comme le citrus greening ou la cercosporiose noire ou d'autres maladies qui détruisent les plantations. Je pense que l'on a été entendu sur la qualité des travaux que nous menons. Après, vous savez, donc on affronte des enjeux qui sont importants, qui sont des maladies émergentes qui détruisent les productions, comme le citrus greening. C'est aussi vrai des contraintes sur la banane avec la cercosporiose, même si c'est mieux maîtrisé parce qu'on y travaille depuis longtemps. Après, c'est comment soutenir ces recherches, les nôtres, celles du CIRAD, mais du reste de la communauté de recherche et des instituts aussi. En termes financiers, vous savez, les budgets, c'est le nerf de la guerre et les temps sont un peu durs. Le temps de la recherche est long et il était important de le dire à Stéphane Travers, très attentif au projet initié par le CIRAD pour le développement d'une agriculture propre et diversifiée. Un département comme la Guadeloupe ne soit pas uniquement dépendant à la fois de la canne et de la banane, mais puisse produire d'autres types de variétés. Donc nous avons besoin de diversifier à la fois cette agriculture et l'État est là pour accompagner à travers les plans de filière et à travers ce que nous faisons dans les états généraux de l'alimentation, faire en sorte que les producteurs puissent vivre dignement de leur travail. Le CIRAD et ses partenaires attendent beaucoup de cette visite. Et Stéphane Travers a achevé son déplacement en Guadeloupe au port de pêche de Loricisque pour s'informer des projets de structuration de la pêche. Le détail avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Un petit tour au port de pêche de Loricisque pour finir. Un monde que Monsieur le ministre maîtrise au niveau national. Ici, les problématiques sont différentes, mais Stéphane Travers leur a promis tout son soutien. Il faut garantir aux pêcheurs la sécurité à bord. Sécurité des marins, de la formation pour attirer des jeunes pêcheurs, pour armer des bateaux. Il faut continuer à bien travailler, à bien gérer la ressource. La ressource halieutique, c'est leur patrimoine aux pêcheurs et je sais qu'ils la gèrent bien et ils ont fait de gros efforts. Et puis on sait qu'il y a eu des plans de sortie de flotte il y a quelques années qui ont fait beaucoup de mal. Qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans la filière pêche antillaise. Et aujourd'hui, nous avons réussi parce que nous y sommes engagés. C'est un travail de longue haleine depuis de nombreuses années. Nous avons fait en sorte que aujourd'hui l'Union européenne puisse accepter de regarder à ce que l'on puisse avoir du financement public pour moderniser la flotte de pêche. Pour y parvenir, il faut arriver à contrôler la ressource. Des plans de sortie de flotte ont mis à mal la profession. Ils réclament des moyens colossaux pour sauver le secteur. Bon, le ministre là, on s'est demandé pour faire l'équipage là, il dit mais nous c'est ça. Nous ça va venir la semaine prochaine pour régler des problèmes. Mais peut-être une semaine, je ne trouve pas que peut-être une semaine, ce sera bref pour examiner tous les dossiers des marins pêcheurs, parce qu'on a mis les quelques. On va essayer de voir avec le comité qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est vrai, pour structurer la pêche, c'est bon, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs de zones qui ont été interdites à cause du chlordécone, à cause du parc. Les pêcheurs ont perdu 50% de leur production. Le rôle d'équipage est très important pour eux. Les marins pêcheurs attendent des réponses concrètes et le plus important, l'étalement de leurs dettes. Et le conflit à la Poste a connu un dérapage hier après qu'un gréviste ait été blessé par un agent de sécurité. Selon le syndicat Sud PTT Goa, celui-ci a reçu 9 jours d'ITT. Quant à la grève elle-même, elle se poursuit entre espoir et durcissement. Le point avec Yvan Lemar. Après l'altercation entre un vigile et un gréviste hier matin, les négociations ont repris au centre courrier des Abîmes sans réelle avancée. Au niveau des négociations des Abîmes, nous toujours butons les premiers points là. Première rencontre avec la direction, c'était obtenir 4 comblements de postes. Hier, là où ils ont rencontré nous, après en tout cas les agressions qui faites hier matin, ils ont nous rencontré hier après-midi. Lors des rencontres là, ils ont fourni des documents pour l'ANIC 6 vacances d'emploi, c'est-à-dire 6 postes à combler. Nous commandons en proposition de la direction d'un pourcentage de comblement. Ils n'ont pas attendu qu'on langue, ils disent nous qu'ils n'ont pas qu'à combler proposition de travail. Alors même que nous savons qu'il y a une quinzaine d'intérimaires qui travaillent en distance entre là, et les postes que nous commandons, ce n'est pas des postes que la Poste a créés, c'est des postes qui laissent vacants par des départs à la retraite. Et on nous commande à déprécariser les jeunes collègues et collègues qui ont dit dans là pour y avoir une meilleure divinité demain. Comme pour les Abîmes, le mouvement de grève continue au centre courrier d'Anse Bertrand, malgré les tentatives de négociation. En ce qui concerne Anse Bertrand,
nous nous avancé, mais pas tellement significatif. Nous bloquons les premiers points là, c'est-à-dire le comblement des postes vacants. Il y aura un seul comblement de postes, pas en CDIsation. Alors là, même, on a 4 comblements de postes. Et nous avons dit que nous bloquons les premiers points là et nous avons demandé d'autres avancées, d'autres propositions sur ces comblements de postes là, sachant que bien que le Nord-Grand-Terre est en lieu sinistré par le chômage, nous avons bien dit. Et ça peut permettre à des jeunes du Nord-Grand-Terre de pouvoir en tout cas exercer en fonction stable dans la poste là. La direction de la Poste, par voie de communiqué de presse, dit rester ouverte au dialogue social. Ce matin, un accord a été trouvé pour le centre courrier de Pointe-à-Pitre. Il devrait être signé demain. Pour Hans Bertrand, les négociations sont en cours. Concernant les abîmes, de nouvelles négociations sont prévues demain à partir de 9 h. Et autre conflit où les négociations sont dans l'impasse, celui du conflit des transports Carulis. Après décision de justice, les accès au dépôt des transports ont été libérés dans la journée d'hier. Ainsi, un service minimum devrait être mis en place d'ici lundi pour les 8000 personnes qui empruntent ce réseau. Reportage Yvon Lemar. Depuis ce matin, les 3 sites de dépôt des bus Carulis gérés par la STAC, la société de transport de l'agglomération centre, sont libres d'accès, mais 17 des 53 lignes du réseau restent perturbées. Alors à partir de lundi, on va tenter de mettre en place toutes les lignes avec le personnel non gréviste. Ça aura pour conséquence qu'on ne pourra pas respecter les fréquences des véhicules. Mais on tentera de mettre un vrai service minimum en place. Nos usagers qui sont abonnés, donc c'est-à-dire ceux qui ont des cartes, on va créditer leur abonnement de 2 semaines de service par rapport aux 10 jours de conflit qui sont là aujourd'hui et qui sont pour l'instant pas terminés puisque le personnel en grève est encore sur le piquet de grève. Selon la direction, les négociations avaient déjà commencé avant le mouvement de grève et un accord avait été trouvé sur 18 des 34 points de revendication présentés par les grévistes, notamment sur les salaires. Ça fait 10 mois qu'on négocie avec le personnel. On leur a déjà dit sous toutes les formes ce qu'on peut faire et ce qu'on est en mesure de faire, en sachant qu'on est dans le cadre d'une délégation de service public. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour prendre un exemple imagé, si j'ai 100 euros pour assurer le service, j'ai 80 qui me sont versés par le SMT et 20 par les usagers. Et je ne peux faire d'augmentation ou même d'investissement que dans le cadre de ces 100. Et donc, toute la difficulté est de maintenir l'équilibre. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer au personnel depuis 10 mois. Et je pense qu'on était arrivé à une solution où tout le monde avait à peu près compris ça. Malheureusement, il s'est trouvé que dans l'entreprise, il y a eu des élections professionnelles. Notre syndicat est arrivé et à partir de ce moment-là, ça a été de la surenchère. On revenait avec des revendications sans cesse multipliées, augmentées. Et on en est arrivé là aujourd'hui, malheureusement. Du côté des grévistes, on reste mobilisés. Le tribunal là, la STAC raison. Donc les 3 sites sont débloqués. Mais nous décidons quand même que je là, nous toutes les grévistes qui viennent ici, site à Rizi là. Et tout à l'heure là aussi, nous recevrons convocation pour négociation. Parce qu'il était quand même demandé à ce que tout site est débloqué pour négocier avec nous. Donc nous ne pas tomber d'accord. Si pour les 18 points de ICAPALE là, en fait, c'est un calendrier qu'ils mettent en place pour les élus discuter avec ces points-là. Mais nous pouvons tomber d'accord si pour un point avec la direction de la STAC. Une rencontre entre la direction de la STAC et le syndicat a eu lieu cet après-midi. Les négociations ont échoué. Selon les grévistes, le mouvement continue et devrait se durcir. Et le Congrès des maires s'est achevé hier avec un discours de clôture du président de la République. Une allocution très attendue qui a laissé en tout cas un goût amer aux élus locaux. Pendant près d'1 heure et demie, Emmanuel Macron a réaffirmé ses engagements de campagne avec des mesures fortes telles que la suppression de la taxe d'habitation, la baisse de la dotation générale des communes, mais pas un mot sur l'outre-mer. Reportage Solène Boissé. Il n'a pas parlé une fois de Dom. Vous avez vu ça? Il n'a pas nommé. Non, mais le président. Marie-France Thinot ne cache pas sa déception. Cette adjointe au maire du François, venue représenter Joseph Lozard, resté en Martinique, en attendait plus de ce discours, jugé trop technocrate et trop éloigné des problématiques du terrain dans les communes. On espérait quand même que, face à l'inquiétude des maires, qu'il allait quand même nous apporter des solutions, revoir un peu sa copie, un petit peu.
Mais ça ne semble pas ça. Il nous donne des explications pour nous dire voilà pourquoi il a fait telle réforme. Mais ça nous laisse toujours avec nos inquiétudes, avec nos difficultés sur le territoire. Ce 100e congrès, c'est le premier d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'État. Alors c'est l'occasion aussi pour les maires ultramarins de mesurer sa détermination et de faire face au nouveau président de la République. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'observation. Maintenant, je sais que c'est un président intelligent. S'il constate que les choses ne marchent pas, je crois que tout naturellement, il va reculer sur un certain nombre de décisions. Pendant ces 3 jours, l'exécutif a cherché à affirmer sa politique territoriale. Difficile pour les élus ultramarins de trouver dans cet ensemble d'annonces des mesures spécifiques à leur commune. Ce que je retiens, c'est effectivement ce que le président annonçait, c'est-à-dire la capacité effectivement d'innovation du point de vue institutionnel par exemple de nos territoires, et que les expérimentations qui sont aujourd'hui faites sur nos territoires pourraient très largement donner des possibilités d'évolution, en tout cas en prenant en compte nos réalités, nos spécificités territoriales. Le congrès est désormais fini, mais le travail des maires ne fait que commencer. Après avoir eu confirmation de la volonté du gouvernement de mener ces réformes, reste aux élus de proposer des solutions concrètes pour leur commune lors des assises de l'outre-mer. Reste avec nous dans un instant, vous le verrez, la ville du Moule qui a inauguré aujourd'hui sa maison de service public. Et puis place à la cuisine avec le concours de Masterchef intergénérationnel organisé par la Chambre des métiers et la CAF. Presque 3 mois après le passage des ouragans Irma et Maria, et à l'occasion de la visite du nouveau commandant du SMA, une cérémonie de mise à l'honneur des jeunes volontaires envoyés à Saint-Martin était organisée aujourd'hui. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Le RSMA de Guadeloupe compte dans ses rangs pas moins de 1000 jeunes durant l'année. Parmi eux, certains volontaires partis à Saint-Martin après le passage des ouragans Irma et Maria. L'occasion pour le général Ladoucette de passer en revue ses troupes et de féliciter les jeunes volontaires de retour de mission au cours de cette cérémonie militaire. Dans mes responsabilités, il est prévu que je vienne une fois par an dans chacun des régiments faire ce qu'on appelle une visite de commandement, où je viens regarder de quelle manière le régiment atteint les objectifs qui lui sont fixés, et d'étudier avec lui la situation dans laquelle il accomplit sa mission, essayer d'identifier des pistes d'amélioration et quand on identifie des difficultés, de voir comment on pourrait y remédier pour essayer de lui faciliter l'atteinte des objectifs que nous lui fixons. Alors là, il y a un contexte particulier qui était celui de l'engagement récent du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe, aussi bien en Guadeloupe et également à Saint-Martin, suite aux cyclones qui ont frappé la région. Et donc j'ai passé hier la journée avec le colonel Pélissier à Saint-Martin, où il m'a emmené sur les lieux où le régiment était intervenu. La première classe Roseline fait partie des 30% de femmes engagées au RSMA. Originaire de Saint-Martin, participer à cette mission était pour elle une évidence. J'ai voulu essayer le métier de la restauration serveuse. Donc je me suis inscrite au RSMA où j'ai pu apprendre cette formation. Et maintenant, c'est moi qui suis première classe et je forme des jeunes en tant que restauration serveur. Alors durant les catastrophes qui s'est passées à Saint-Martin, ils ont demandé du monde pour du déploiement. Donc je me suis dévouée puisque comme j'aime aider, porter main forte, et je viens de Saint-Martin, du coup c'était la nation. Donc je me suis dit qu'il faut aller aider ceux qui ont besoin d'aide à Saint-Martin. Et ça me permettait également de découvrir un peu l'île, même si elle était en catastrophe naturelle. Du coup, nous sommes partis pour pouvoir déblayer les rues, les chemins, certaines maisons, certaines propriétés également, comme les hôtels qu'on a pu déblayer. Et nous avons aidé les propriétés également pour pouvoir remettre un peu d'ordre dans leur entreprise. Voilà. Cette cérémonie était aussi l'occasion de remercier les partenaires privés qui ont facilité le déploiement des troupes sur place. Le RSMA prévoit de continuer son action aux côtés des Saint-Martinois, en participant notamment aux opérations de reconstruction de l'île. La structure a pour mission principale la formation de jeunes au service militaire adapté, dont une centaine de jeunes Saint-Martinois, grâce à une convention signée avec la collectivité de Saint-Martin. Et la ville du Moule a inauguré ce matin à la bibliothèque multimédia une maison de service au public. Celle-ci mettra à la disposition des particuliers non seulement des ordinateurs, mais surtout du personnel pour les aider à accomplir leurs démarches administratives. Le détail avec Anne-Elisabeth Artsen. La ville du Moule se met à l'heure du numérique.
en inaugurant sa maison de service au public après un peu moins de 2 mois de travaux. Lors de la visite de Madame la ministre des Outre-mer en octobre, nous avions pris la décision de mettre en place ce service. Et après un an, le service est concrétisé. Et vous avez pu voir qu'il y avait même déjà des personnes âgées qui étaient déjà venues, qui avaient déjà pris rendez-vous et qui sont très contents de ce service. Donc c'est pour pouvoir permettre à tous nos citoyens de venir à la bibliothèque où se trouve la MSAP pour pouvoir découvrir l'informatique et connaître effectivement toutes les institutions où ils peuvent vouloir des renseignements. Delphin est parmi les premiers utilisateurs de ce nouveau matériel. L'occasion pour lui de découvrir l'outil informatique. Eh bien, moi, c'est une bonne chose pour la commune du Moule, parce que pour se déplacer, surtout pour les gens qui sont dans les campagnes, ce n'était pas évident. Et puis comme ça, ils pourront venir à la maison MSAP, ils seront tout de suite dirigés vers les institutions qu'il faut. Comme j'avais déjà fait une demande pour connaître un peu l'ordinateur, tout se fait maintenant par Internet. Alors je m'étais inscrit et puis voilà, depuis quelques mois, et puis on m'a appelé pour me dire ça y est, alors on a tout ce qu'il faut sur place. Alors maintenant, on pourra s'occuper de nous au moins une fois par semaine. Et comme ça, on pourra prendre possession de l'ordinateur. En partenariat avec le Pôle emploi et les îles du Nord et financée par l'État et différents partenaires à hauteur de 110 000 €, cette maison de service au public du Moule, implantée au cœur de la bibliothèque, met donc à disposition des ordinateurs, mais surtout un personnel au service du public et des permanences quotidiennes de plusieurs institutions publiques afin de faciliter les démarches en ligne des administrés mouliens. Et puis cet appel à la générosité à l'occasion de la collecte nationale, la Banque alimentaire lance aujourd'hui et demain un appel aux dons. Il s'agit pour cette structure de donner un petit peu plus à ceux qui n'ont rien. Reportage Linda Kayarsi. Cette année encore, la Banque alimentaire a besoin de dons avec une demande quelque peu particulière. Nous avons besoin de conserves, de produits alimentaires pour les bébés, pour des produits aussi d'hygiène. Et puis voilà, quoi. Par contre, il y a une spécificité, c'est que nous avons pléthore de riz et de pâtes. Alors nous demanderons aux gens d'être généreux, mais d'oublier les pâtes et le riz parce que nous avons déjà un stock suffisant. L'an dernier, la générosité des Guadeloupéens a permis de récolter près de 45 tonnes de denrées. Nous avons minimisé un peu les points de collecte de 30% parce que nous estimons qu'il y a eu quand même pas mal de collectes de fête. Donc nous avons des grandes, des moyennes surfaces. Sur le gosier, il me manque encore quelques bénévoles. Sur les abîmes, il me manque encore quelques bénévoles. Donc je dirais aux gens, s'ils veulent, faire un tout petit effort. Et ce serait le cadeau de Noël de la Banque alimentaire. La grande collecte nationale des banques alimentaires se tient jusqu'à demain. 2 jours de mobilisation pour apporter une aide alimentaire de qualité aux personnes en situation de précarité. Et demain, l'association SIAL organise la première édition des Olympiades intergénérationnelles au stade de Bemao. Les premières du genre où les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes en situation de handicap partageront un moment sportif et convivial. Esther Thomas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est vous qui avez la responsabilité de mettre en place cet événement. Il fallait y penser, rassembler autour d'un même événement des personnes valides et non valides, plusieurs générations. Comment se dérouleront ces Jeux? Alors, ces Jeux débuteront demain matin, dès 7 h, avec une équipe qui est fin prête pour accueillir tout le monde. Il y aura 2 grandes périodes. Le matin, l'ensemble des activités sportives relevant des Olympiades, le vélo, par exemple, et l'après-midi, essentiellement des activités ludiques. Alors, j'ai noté qu'il y aura de nombreuses activités. C'est énorme, de la randonnée à vélo, de la gym, basket, pétanque, tennis de table, pour ne citer qu'elle. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce qu'il en faut un peu pour tout le monde. C'est une manifestation à la fois multigénérationnelle et intergénérationnelle. Il y aura, comme vous l'avez dit, des enfants, mais aussi des adolescents.
Nous attendons donc un panel relativement large et donc il faut satisfaire tout le monde, il faut multiplier les activités, mais attention, il y aura des gens qui seront là et qui ne participeront pas forcément à des activités sportives. Et nous avons aussi prévu des ateliers de réflexion sur la kinésithérapie, par exemple, pour les personnes, pour grand monde, comme on dit chez nous, des ateliers d'esthétique, des ateliers sur les plantes et le sport. Enfin, toute une série d'activités pour satisfaire tout le monde. S'agit-il pour vous de resserrer des liens qui sont aujourd'hui distendus? C'est fondamental. Dans la mesure où nous vivons une société où désormais c'est la solitude, c'est l'égoïsme, c'est le m'as-tu vu, c'est moi d'abord. Nous avons perdu les valeurs d'antan qui faisaient la richesse de notre pays. Quand je me souviens de mes parents, quand ils s'en allaient, ils poussaient la porte. Qui oserait le faire de nos jours? Donc on a perdu les valeurs d'antan. Il s'agit, étape par étape, parce que nous n'en sommes qu'à la première édition de ces Olympiades intergénérationnelles, étape par étape, petit à petit, de renouer avec l'autre, quel que soit son équilibre de vie, qu'il soit valide, plus ou moins, qu'il soit portant, plus ou moins, parce que ce sont les exclus de la société. Et donc, nous leur offrons un moment de partage, un moment de boucantage, comme on sait si bien le faire, comme on savait si bien le faire en Guadeloupe. Et demain, vous invitez justement les Guadeloupéens à pousser les portes du stade de Bemao. Tout le monde peut venir. C'est un événement gratuit. Elles seront ouvertes, rassurez-vous, et nous les accueillons. Ce n'est pas gratuit. L'entrée est fixée à une somme symbolique de 5 €. L'objectif étant de financer déjà la manifestation et ensuite de nous permettre, en tant que SIAL, de nous financer un local. Voilà. Merci en tout cas Esther Thomas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que ces Olympiades intergénérationnelles auront lieu demain toute la journée au stade de Bemao. Et au gymnase Valère Lamy où se dérouleront les ateliers non sportifs. L'après-midi, ce sont essentiellement des prestations artistiques. Il y a énormément d'artistes qui sont là pour montrer qu'eux aussi, ils arrivent en tant que bénévoles, puisque le SIAL est une association de bénévoles. Merci Esther Thomas. Les aînés ont des choses à nous transmettre, à nous apprendre, notamment leur savoir-faire culinaire. Est-ce que vous avez préparé, cuisiné comme votre grand-mère? Non. La Chambre des métiers et la CAF ont lancé un concours très original de type Masterchef, nommé Lionnage en cuisine. Des binômes constitués d'aînés et de jeunes ont dû rivaliser d'ingéniosité. Un concours organisé à la salle La Casa à Bemao aujourd'hui qui a suivi pour nous Linda Kayarti. On regarde son reportage. Attention. Allez, bon concours, on y va, c'est parti. Pour ce concours culinaire, des binômes intergénérationnels, 10 seniors, 10 jeunes, et ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ah oui, je suis là pour l'accompagner, donc il faut qu'on aille vers la victoire. Ils ont 3h30 pour concocter une entrée, un plat de leur choix, à base de produits locaux. Objectif, séduire le jury. Un riz au giromont, une papillote de dorade en feuilles de banane verte, des croquettes de fruits tapin et une petite salade de papaye verte. Et vous pensez que vous aurez le temps de cuisiner tout cela? Oui, bien sûr, on prend en sorte, il faut bien. Les maîtres mots, cohésion et technicité culinaire. Il faut bien l'assaisonner, il faut bien la découper aussi. Il y a une manière où enlever les cuisses avant et puis le rond. Et on le nettoie, on le citronne bien. Et puis on l'assaisonne. Tous les binômes ont eu 2 semaines de préparation pour ce concours, sous la houlette d'un chef. Pour réussir leur recette qu'ils ont composée eux-mêmes à partir d'un panier, ils devront respecter les techniques et en amont, je dirais, ce que les anciens vont leur apporter. Et eux, ils vont mettre une touche, je dirais, moderne dans leur présentation et dans leur savoir-faire technique. À mesure que le temps passe, les marmites commencent déjà à bouillir. Apprentis en cuisine et seniors se soutiennent. J'ai fait ça comme ma maman m'a montré. Quand on fait la viande cochon,
tu as de carottes, tu mets un peu de carottes dedans. Si tu n'as pas de carottes, tu peux mettre des poivrons aussi. Ouais. Même un peu de bombe de terre, c'est pour juste rapetisser la viande de cochon. C'est bon. Un savoir-faire inébranlable, même en présence des membres du jury. Leurs critères, présentation, originalité et saveur. Surtout sur la propreté, l'hygiène et après les places. Tout le monde a un palais différent, donc c'est différent pour tout et à chacun. Voilà. Ce concours culinaire intergénérationnel est inédit et a de nombreux objectifs. Briser l'isolement des seniors, faire de la prévention nutritionnelle, mais surtout rapprocher les aînés et les jeunes. On fera d'autres éditions parce que là, les autres éditions seront publiques là maintenant où toutes les personnes âgées et tous les autres lycées voudront y participer. Il est déjà temps pour nos binômes de commencer à dresser leurs plats. Un régal des yeux, mais surtout le gage de redonner à la relation intergénérationnelle toutes ses lettres de noblesse. Et voici tout de suite les visages de ces Masterchefs. Le regagnant a été Dimitri Virasamy Ramsamy et Jocelyne Abrin, les heureux gagnants de ce concours qui auront la chance de pouvoir prendre du bon temps à Punta Cana. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier. Des coupures sont prévues demain à partir de 18 h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6 h du matin. La collecte de sang aura lieu demain au parking de la mairie du Moule de 8 h à midi et demi. Et puis lundi, ce sera au campus de Fouillol de 8 h 30 à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 24 novembre. Nous l'avons vu, fin de deuxième journée, fin de la visite du ministre de l'Agriculture en Guadeloupe sur la guerre des quotas romiers avec la Martinique. Stéphane Travert a renvoyé l'interprofession à ses responsabilités et l'État ne tranchera pas. Il a par ailleurs écouté avec politesse les planteurs de bananes sans annonce particulière. Et le conflit à la Poste n'en finit pas de durer. Hier, la tension est montée entre un gréviste et un agent de sécurité. Aujourd'hui, les parties se sont ressaisies et ont repris les négociations. Après les ouragans d'Irma et de Maria, le SMA, particulièrement sollicité, a mis à l'honneur ces jeunes recrues, notamment celles parties à Saint-Martin, qui ont forcé l'admiration dans d'incroyables travaux de déblaiement. Nous l'avons vu ce soir. Et puis 2 jours de collecte qui peuvent tout changer. La Banque alimentaire, aujourd'hui et demain, lance un appel à votre générosité. Il s'agit pour cette structure de donner un petit peu plus à ceux qui n'ont rien. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une belle soirée, un très très bon week-end. On se retrouve lundi.